monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon premier bilan lecture de cette année 2023. Mais avant ça, comme il s'agit de ma première vidéo que je tourne en 2023, je tiens à vous souhaiter à tous une très belle année 2023, qu'elle réponde à toutes vos attentes et surtout que vous fassiez de superbes découvertes livresques. On va commencer tout de suite, c'est parti, let's go. Alors, pour commencer, je vais vous présenter ma première lecture de cette année, qui a été également mon premier coup de cœur. Il fait partie de la sélection des 25 pour le PLIB et il s'agit de Bruxelles d'Éléonore de Villepoix et publié chez Hachette. Ce roman est une véritable pépite et je ne m'attendais pas du tout à avoir un tel coup de cœur. Je pensais même ne pas forcément beaucoup apprécier parce que je ne pensais pas que l'histoire allait m'intéresser à ce point. Mais en fait, ce qui m'a surtout intéressée, c'est la plume de l'autrice que j'ai trouvée magnifique, merveilleuse. Et l'histoire, finalement, était très originale. Le tout était parfaitement dosé. Bref, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Mais avant ça, je vous fais son résumé. Ici, à Bruxelles, on va suivre des oiseaux. Parce que dans la communauté des oiseaux, plein d'œufs disparaissent depuis le printemps. Et du coup, le Conseil des oiseaux décide d'envoyer 3 oiseaux pour mener l'enquête, essayer de trouver qui sont les coupables, etc. Et donc, on va suivre 3 oiseaux qui, au début, n'avaient rien pour s'entendre, n'avaient rien en commun. On va suivre Jaboterne, qui est un pigeon. On va suivre également Champerdu, qui est un rouge-gorge. Et 7, une corneille. C'était extraordinaire, je n'ai pas pu le lâcher. Encore une fois, la plume de cette autrice est absolument exquise, j'ai adoré. En une journée, je l'ai lu parce que vraiment, je ne pouvais pas m'arrêter. Il est court, mais voilà, c'était formidable. Alors, je vais vous montrer l'intérieur parce que ça aussi, c'était extrêmement original. Je vous montre les en-têtes de chapitres. Alors, pour chaque chapitre, on a une première page et ensuite, on a une seconde page avec une citation. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, super original. Ensuite, ici, vous voyez, on a le texte et souvent, nous avons des annotations. Alors, ce ne sont pas les annotations de la maison d'édition ou des traducteurs, ce sont des annotations faites par l'autrice qui, pour moi, apportent toute la saveur à cette histoire et toute son originalité. Ces annotations sont pleines d'humour, de sarcasme. Bref, j'ai vraiment adoré ça. Et au début, ça m'a un petit peu perturbée. Parce que du coup, ça coupait quand même un petit peu la lecture. Mais finalement, j'attendais avec impatience d'avoir de nouvelles annotations au fur et à mesure de ma lecture pour savourer d'autant plus son humour. Et c'était vraiment formidable. Alors je suis désolée, on entend mon poêle qui se remet en marche. Je l'ai baissé mais finalement il fait froid. Donc du coup il va redémarrer. Donc le son risque d'être un petit peu perturbé, j'en suis désolée. Dans cette histoire, l'autrice arrive à écrire une ode à la tolérance et une critique de la société à travers une fable familière, donc à la manière de Jean de La Fontaine. Et ça, c'était vraiment super intéressant, super bien fait. C'était une véritable réussite. Et j'ai vraiment hâte de lire d'autres romans d'Éléonore de Villepoix. D'ailleurs, j'ai La Ville sans vent, le premier tome, dans ma pile à lire. Et donc, je pense que cette année, il va passer à la casserole parce que vraiment, ça a été une véritable découverte pour moi, cette autrice, et je l'ai beaucoup adorée. Alors maintenant, en ce qui concerne la citation. Alors, je vais vous le lire, mais sorti du contexte, je pense pas que vous allez forcément réussir à comprendre, mais je voulais un petit peu vous montrer l'humour de l'autrice à travers une de ses annotations. Donc du coup, je vous lis une partie de phrase du texte et ensuite je vous lirai son annotation. Lorsque Jaboterne se réveilla le lendemain, après une nuit passée à dormir d'un œil, bref, la phrase continue, mais à ce moment-là, dormir d'un œil, il y a une annotation et cette annotation dit « Ce qui est somme toute la façon habituelle de dormir des oiseaux. En réalité, rares sont les espèces capables de déconnecter leur cerveau aussi longtemps que les humains. Une aptitude fort utile, surtout en période électorale. » Voilà. Moi, je trouve ça très savoureux et vraiment, ça m'a beaucoup plu et j'en garde un souvenir vraiment formidable de cette lecture. Ensuite, on va passer à une deuxième lecture pour le PLIB également, d'une autrice que j'avais déjà lue et que j'avais énormément appréciée pour sa duologie de l'antidote mortel. Ici, donc, vous l'aurez reconnu certainement, il s'agit de Cassandre Lambert et il s'agit du premier tome de sa nouvelle duologie L'Empire des femmes. Donc le tome 1, c'est Sapientia. C'est publié chez Didier Jeunesse. Dans cette histoire, on va suivre 2 personnages. Une jeune femme qui s'appelle
Adona et un jeune homme qui s'appelle Hélios. Dans ce monde, ce sont les femmes qui dominent et les hommes qui les servent, qui sont les esclaves, etc. Adona arrive à un âge où elle doit choisir un favori lors d'un tournoi, comme des arènes un petit peu, où les jeunes hommes qui ont été sélectionnés doivent se battre pour pouvoir prétendre à devenir géniteurs, donc pour pouvoir ensuite féconder et avoir des enfants avec les femmes, et ensuite être relégués à des simples rôles de servants ou d'esclaves dans des mines et ce genre de choses. Et donc du coup voilà, on va suivre ces deux personnages. Elle, Adona, n'a pas vraiment envie de participer à ce genre d'événement. Elle n'a pas envie de devenir mère encore pour l'instant. Bref, voilà, elle n'est pas très motivée par ça. Et Hélios, de l'autre côté, lui a une mission bien particulière et doit faire tout ce qu'il peut pour survivre et réussir à gagner ce tournoi. Il est accompagné de son meilleur ami d'ailleurs, qui s'appelle Nikolaos. On va les suivre. Donc il y a deux points de vue, il y a le point de vue d'Adona puis le point de vue d'Hélios et vraiment j'ai beaucoup aimé, je lui ai mis 5 sur 5, c'est presque un coup de cœur. Je pense que j'attends la fin de cette duologie pour vraiment décider s'il s'agit d'un coup de cœur ou pas. Je suis hyper contente parce que je sais qu'il sera publié très prochainement en début d'année, mars ou avril, je ne sais plus exactement. Donc j'ai vraiment hâte de terminer et de retrouver sa plume et son univers. Et voilà, j'ai vraiment encore une fois une super lecture, ma deuxième lecture de ce début d'année et encore une très bonne lecture, donc je suis très contente. Ce premier tome était très bien construit, très addictif, très bien écrit. Moi j'ai plongé directement dans l'histoire, j'ai pas mis un temps d'adaptation au début ne pas trop comprendre et ne pas être trop dans l'histoire, non vraiment j'ai été embarquée, immergée dedans dès les premières pages, donc ça c'est assez rare pour le noter. J'ai beaucoup aimé suivre l'évolution d'Adona et surtout en fait on suit petit à petit vraiment les prémices de la prise de conscience d'Adona qu'en fait il y a des choses qui ne fonctionnent pas et qui ne sont pas normales, etc. Donc on en est qu'au tout début et vraiment ça j'ai beaucoup apprécié parce qu'elle est formatée par sa mère qui en plus d'être une femme, etc. et la chef un petit peu de tout ça, de cette ville. Voilà, elle est vraiment formatée à considérer les hommes comme des objets, à ne pas du tout leur attribuer de mérite ni de crédit. Petit à petit, au contact d'Hélios, elle va remettre en question au fur et à mesure, très lentement, ces principes, ces choses qui lui ont été inculquées dès la plus tendre enfance. Donc ça vraiment, c'est très bien fait, je trouve, très bien dosé. C'est pas hop, d'un seul coup elle se réveille et elle se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Non, c'est vraiment petit à petit. Comme je vous l'ai dit, on apprend très rapidement qu'Hélios a une mission bien particulière. On ne sait pas exactement laquelle. Et en fait, le mystère de cette mission m'a tenu en haleine et me tient toujours en haleine puisque on comprend, on sait en gros quelle est cette mission, mais on ne sait pas tellement de quelle manière il pense pouvoir l'accomplir. Donc du coup, voilà, c'est très mystérieux et ça j'ai beaucoup apprécié. Dans cette histoire, à un moment donné, comme je vous l'ai dit, il y a un tournoi et dans ce tournoi, les hommes doivent subir des épreuves du même genre que celles subies par les gladiateurs. Ces différentes épreuves, en tout cas pour certaines, sont très originales et j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment très bien menées et très haletantes. J'étais hyper stressée pour eux, je me demandais comment ils allaient faire pour survivre. Ça m'a énormément plu. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout soit rose et qu'on soit dans le monde des bisounours. Non, il y a des choses qui sont graves qui se passent, il y a des choses absolument terribles. Ils n'en sortent pas tous indemnes et je trouve que ça apporte de la crédibilité à cette histoire. Bref, vous l'aurez compris, j'ai adoré et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. En ce qui concerne la citation, je ne sais plus qui l'a dite, mais j'ai beaucoup aimé cette phrase qui dit « Si tu n'as pas peur, c'est que l'événement ne compte pas. Il faut toujours se battre pour obtenir ce que l'on veut. » Voilà. Ensuite, je vais vous présenter un roman que j'ai terminé hier, donc vraiment c'est tout frais dans ma mémoire, et qui fait également partie du PLIB de cette année. Donc voilà, j'en ai déjà lu 3, c'est déjà pas mal. Il s'agit de Une armée à moi seule d'Anthony Combrexel et publié chez les éditions 404. Alors c'est un gros bébé, j'ai mis pas mal de temps à le lire et pour moi ça a été une lecture mitigée. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Je lui ai mis 3 sur 5. On va suivre Cléo qui a 19 ans, qui un jour doit fuir
une attaque parce qu'elle se fait attaquer et donc pour survivre, elle fuit cette attaque et elle est sauvée in extremis de la mort par une voiture dans laquelle sont assises 3 personnes, 3 femmes. Et en fait, elle s'aperçoit que ces 3 femmes lui ressemblent énormément physiquement. Elle va partir à leur recherche par la suite pour essayer d'élucider un petit peu ce mystère parce qu'elle ne comprend pas. Et alors, je vais essayer de pas trop vous en dévoiler. Cette jeune femme, donc Cléo, sent qu'il y a quelque chose chez elle qui est un petit peu bizarre depuis sa plus tendre enfance. Elle a l'impression de pouvoir voir des choses que les autres ne voient pas. Et donc, elle finit par les retrouver et ces 3 femmes, enfin ces 3 personnages féminins qui ont des âges différents, lui apprennent que eh bien, elle fait partie de quelque chose qui la dépasse. Je ne vais pas aller plus loin. Et donc, elles vont partir dans une quête, notamment pour se sauver et puis pour sauver aussi d'autres personnes. J'ai trouvé que l'idée de l'histoire était vraiment très originale, mais bizarrement, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Moi, en lisant le résumé, je m'attendais à ce que les 3 personnes qu'elle rencontre soient des versions d'elles-mêmes à des âges différents. Donc, elle-même plus petite, elle-même à l'âge de 40 ans et elle-même à l'âge de 50 ou 60 ans. Et en fait, pas du tout. Ce sont d'autres personnes avec d'autres personnalités, d'autres histoires, mais qui sont ses sosies. Et donc du coup voilà, ça au début ça m'a un peu surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça. J'ai eu du mal à entrer dans l'histoire, à m'habituer à l'écriture qui était par moments très, alors je vais pas dire vulgaire, mais l'écriture était comme si on parlait en fait, vraiment le langage parlé. Et au début ça m'a quand même perturbée. Alors après on s'y habitue hein, finalement. J'ai eu du mal à m'attacher au personnage. Il y a aussi un moment donné, enfin quasiment dès le début, donc ces 3 femmes, 3 personnes expliquent à Cléo qu'il y a toute une mythologie, plein d'informations qui lui sont données sur elle-même, sur son histoire, etc. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup trop d'un coup, très difficilement assimilables. Alors, je pense que c'est fait exprès parce que du coup, l'auteur explique que Cléo ne comprend pas tout, n'arrive pas à... Bon, il est complètement perdu et je pense que pour l'auteur, c'était fait exprès pour qu'on soit dans la même situation que notre personnage principal. Mais ça a enlevé quand même pas mal de saveur à cette lecture, je trouve. Il y a même des moments donnés où quand on y donnait des informations, je les survolais parce que j'arrivais pas forcément à comprendre, j'arrivais pas à remettre les choses. Enfin voilà, c'était un peu fouillis pour moi, un peu brouillon. Avec trop d'informations, j'ai pas tout compris. Après, ça n'empêche pas d'apprécier cette histoire, de pouvoir la lire jusqu'à la fin et de comprendre en gros ce qui se passe. Mais c'est vrai que toute cette facette, tout ce côté mythologie, histoire, etc., divinité, ça m'est passé un petit peu au-dessus et c'est un peu dommage. Il y avait également dans ce roman au milieu quelques longueurs qui par un moment ne me gênaient pas et puis à d'autres moments je me disais il y a encore 300 pages à lire, on est encore dans ces passages où il se passe pas grand chose et j'avais vraiment envie que ça accélère. Alors heureusement sur les 150 dernières pages ça s'accélère beaucoup, il y a beaucoup plus d'action, la fin est vraiment très haletante. Mais voilà, cette lecture vraiment pour moi est mitigée. Je pense que le fait de ne pas réussir à m'attacher au personnage, ça y a fait beaucoup. Et encore une fois, cette histoire d'information qu'on nous jette comme ça à la figure d'un seul coup, sans prendre trop le temps, moi ça m'a gênée. En ce qui concerne la citation, je ne sais plus non plus qui l'a dit, je n'ai pas noté, j'ai juste noté la phrase qui est « On ne continue d'exister qu'à travers celles et ceux qui nous évoquent, qui se souviennent de nous. C'est le rôle des vivants de porter le nom de ceux qui ne le sont plus et de continuer de les faire vivre avec leur héritage. » Et pour terminer, je vais vous parler d'une trilogie que j'ai lue sur ma liseuse, donc je vous mettrai les couvertures juste ici. Il s'agit de la trilogie Witch and God, écrite par Liv Stone et publiée chez BMR. Alors, pour être honnête, le premier tome, donc je ne sais plus son titre, mais le premier tome de cette trilogie, j'avais commencé à l'écouter en audio il y a un an et demi quand j'allais courir ou ce genre de choses et en fait j'avais dû écouter 4 ou 5 chapitres mais j'arrivais pas à me mettre dedans. Alors je pense que c'était peut-être la narratrice, je ne sais pas, mais c'est aussi surtout parce que moi les livres audio j'arrive pas à me concentrer, je pars très vite dans d'autres univers, je pense à d'autres choses donc je ne suis pas l'histoire complètement. Et du coup, ça m'avait un peu freinée, je l'avais arrêté et j'avais pas forcément envie de me plonger dedans en le lisant.
Et puis là, donc dernièrement, au mois de décembre, je crois que c'était, oui c'est ça, le premier tome, je l'ai lu au mois de décembre. Je me suis dit, allez vas-y, lance-toi, essaye. Et j'ai bien fait de retenter le coup en le lisant, parce que là, vraiment, je me suis plongée dans cette histoire, dans cette trilogie, et que j'ai trouvé très originale. Alors, je sais pas si ça peut être classé comme de la new romance, mais ça en est, hein. Il y a des scènes olé olé, hein, qui ne sont pas à lire à un âge trop jeune. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout un pan de mythologie, puisque dans cette histoire, si vous ne la connaissez pas, on va suivre dans le tome 1 Ella, qui est une sorcière qui vit en fait dans notre monde actuel, mais une sorcière qui n'a pas de pouvoir. Donc elle essaye de faire sa vie d'humaine de son côté, tout en restant attachée à sa famille, à sa sœur et à ses sœurs et à sa mère. Et l'histoire commence alors qu'elle doit retrouver donc sa famille et son clan de sorcières pour une réunion, et elle apprend dans cette réunion que il va y avoir un pacte qui va être fait entre les dieux de l'Olympe et les sorcières pour apporter la paix, parce qu'ils sont en conflit depuis très très longtemps. Et pour pouvoir sceller ce pacte, eh bien, il faut faire un mariage entre un dieu et une sorcière. Le dieu sélectionné est Démos, le dieu de la terreur, qui est un petit-fils de Zeus, et il est censé épouser Méroé, donc la deuxième sœur d'Ella. Sauf que lors de cette réunion, Démos refuse et veut épouser à tout prix Ella. Et donc voilà, bon, ils vont s'épouser, et puis il va y avoir plein d'histoires. Et j'ai beaucoup apprécié, parce que en fait, le monde mythologique est vraiment bien adapté à notre monde à nous, je trouve. Et il y avait quand même pas mal de détails, le monde était bien fourni, bien créé, bien étoffé. Et c'était pas juste une histoire d'amour avec juste des scènes torrides. C'était un peu plus profond que ça, parce que en fait sur les 3 romans, il y a toute une intrigue par rapport à ces dieux et ces sorcières qui, moi, m'a tenue en haleine, et c'était très très intéressant, je trouvais. Dans le tome 1, en fait, on va donc suivre l'histoire d'amour entre Démos et Ella, puisqu'ils se marient, et au début c'est un peu, alors je sais pas si on peut dire que c'est un enemies to lovers, mais voilà, ils sont pas tendres l'un envers l'autre, ils ne s'aiment pas, ils ne s'apprécient pas, et puis petit à petit, eh bien forcément des sentiments vont naître, etc. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est que Ella, elle, n'a pas de pouvoir, et en fait petit à petit elle va réussir à trouver sa place au sein de sa communauté de sorcières, et vraiment apporter quelque chose en fait, et ça j'ai beaucoup apprécié. Je vais vous donner la citation pour ce tome 1, parce que je vais le faire pour les 3. Il s'agit d'une citation que disent toutes les sorcières aux nouvelles sorcières en fait. Si tu veux être puissante, sois puissante. Si tu veux être courageuse, sois courageuse. Si tu veux être forte, sois forte. Dans le tome 2, on va suivre Circé, qui est l'aînée de cette fratrie. Son avenir est tout tracé, puisqu'elle est censée devenir la nouvelle guide de sa communauté. Elle ne s'en sent pas du tout capable pour le moment, et enfin voilà, c'est très compliqué pour elle d'avoir ses responsabilités. Déjà dans le tome 1, elle se chamaille un peu avec le seul dieu qui est autorisé à entrer en contact avec elle, qui est Hermès. Au début de ce roman, Circé meurt. Elle a une crise cardiaque et elle meurt. Et donc on va la suivre, on va suivre son spectre, son âme, dans son voyage pour aller jusqu'aux enfers, etc. Et comme par hasard, qui est-ce qui l'accompagne? C'est Hermès. Et donc voilà, on va la suivre dans cet univers des enfers, dans ce monde des enfers. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce roman. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit, pour le tome 1, je lui avais mis 4,5 sur 5. Pour celui-ci, je lui ai mis 4. Mais en fait, je pense que c'est plutôt 4,5 finalement, puisque je l'ai tout autant apprécié. Le seul petit bémol, c'est que j'ai trouvé au début du roman quelques longueurs, jusqu'à ce qu'Hermès revienne aux enfers en fait. Voilà, et je n'en dirai pas plus. Mais sinon, j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé que la tension sexuelle entre Hermès et Circé était vraiment très efficace. Dans ce tome, donc, on a une description du monde des enfers et surtout des différents personnages qui y vivent, qui pour moi était vraiment très bien faite et très intéressante. À un moment donné, Circé doit subir des épreuves, doit relever des épreuves, et je les ai trouvées vraiment très intéressantes. Elles m'ont tenue en haleine. Et vraiment j'ai trouvé qu'il y avait un suspense vraiment incroyable. Je me suis énormément attachée à Hermès et à Circé individuellement, et aussi à leur couple. Vraiment, j'ai passé un très bon moment de lecture. En ce qui concerne la citation, c'est Hermès qui dit à d'autres personnages des enfers:
personne ne touche à Circé, elle est mon ombre. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler donc du troisième et dernier tome de cette trilogie de Witch and God qui concerne cette fois-ci Méroé et Héphaïstos. Et donc je lui ai mis 4,5 sur 5 également. J'ai trouvé ce troisième tome vraiment très intéressant, aussi bien pour la romance donc entre Méroé et Héphaïstos qui est développée, etc., que pour les complots, les intrigues, les enjeux qui concernent l'équilibre fragile qu'il y a entre les dieux et les sorcières. J'ai trouvé que c'était très bien dosé. J'ai été tenue en haleine par ce côté un petit peu complot politique, entre guillemets. C'était très bien. J'ai beaucoup apprécié le personnage d'Héphaïstos, qui est un dieu un peu isolé, qui est un dieu que j'ai trouvé humain dans le sens où il a des doutes, il a des faiblesses, j'ai trouvé d'autant plus attachant. Et je me suis un peu moins attachée malgré tout à Méroé, mais en fait Héphaïstos pour moi c'est vraiment lui le personnage le plus important de cette histoire, dans ce tome, dans cette relation. Et on part encore dans d'autres univers, on part à l'assaut d'îles englouties, on rencontre Poséidon, enfin bon bref, c'était vraiment super intéressant et vraiment j'ai beaucoup apprécié cette trilogie. Je ne pensais pas, vraiment, en toute honnêteté, et j'ai passé un super moment de lecture et j'ai cru voir d'ailleurs, mais je sais pas si c'est vrai, qu'il y aurait 3 autres tomes qu'elle aurait écrits. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des infos du point de vue de chacun des dieux. Donc le tome 1 du point de vue de Démos, le tome 2 du point de vue d'Hermès et le tome 3 du point de vue d'Héphaïstos. Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup de les lire. J'aurais bien aimé à ce moment-là que ce soit intégré dans les vrais tomes, dans les premiers tomes, pour qu'on ait une alternance de point de vue. Vous savez que j'aime ça particulièrement. Donc je ne sais pas, si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les donner. Je les prends avec grand plaisir. En ce qui concerne la citation, je ne vous l'ai pas donnée encore pour ce troisième tome. Il s'agit d'un petit dialogue entre Méroé et Héphaïstos. Méroé qui dit « Un baiser c'est quoi ?» et Héphaïstos qui lui répond « Le début des emmerdes ». Donc voilà, je peux pas vous en dire plus, mais vraiment j'ai beaucoup apprécié cette trilogie. Et en général les lectures que j'ai faites durant ce début de mois de janvier. Voilà, cette vidéo, ce bilan lecture est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous êtes un peu timide, n'hésitez pas à mettre un emoji sorcière, pourquoi pas, puisque je vous ai parlé de cette trilogie de Witch and God, un emoji sorcière, sorcier, éclair, pour Zeus, enfin bon bref, ce que vous voulez. Je vous en remercie en tout cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!